Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, comment ravauder la trame d'une histoire familiale qu'on vous cache? Comment s'intégrer dans un pays qui n'est pas celui de ses parents et celui de ses ancêtres? On parle transmission familiale aujourd'hui dans la quotidienne avec l'écrivaine Mine Tranhuy, elle est l'invitée du Grand Oral. Une anti-sèche, nouvelle formule, vous le savez, depuis le début de l'année 2025, on réveille sa culture générale. Cette semaine, en partenariat avec le Seuil Jeunesse, l'histoire de l'art. Question du jour, qu'appelle-t-on une peinture de genre? Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Béatrice Fontanelle. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Candice Anzel, le sujet de notre conseil de famille hebdomadaire, comment accélérer la cadence le matin. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Mine Tranhuy, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver. On vous avait accueilli en 2022 pour parler des troubles du spectre autistique de votre fils Paul. C'était à l'occasion de la sortie de Un enfant sans histoire. Cette fois, on vous accueille pour Ma grand-mère et le pays de la poésie que vous publiez chez Flammarion. Alors le titre l'indique, il s'agit cette fois de votre grand-mère. Pourtant, on croise de nouveau Paul et puis surtout plusieurs thèmes déjà présents dans votre œuvre. On va donc parler aujourd'hui de transmission, de silence, de secret, d'imaginaire et de langage. Mais on va quand même poser un petit peu le personnage fil rouge du livre, cette grand-mère, alors je ne sais pas s'il se prononce bien, Bah, ça. Qui arrive en France en 1976. Elle arrive après avoir littéralement tout perdu. Oui, en fait, j'ai voulu écrire à la fois sur, je dirais, l'amour absolu qui peut exister entre une petite fille et sa grand-mère, mais j'ai aussi voulu mettre au jour le roman de ma grand-mère, si je puis dire, puisque pour moi, elle était une figure aimante, celle qui prenait soin de moi, celle qui m'a élevée, celle qui me faisait à manger, qui m'amenait, qui me raccompagnait à l'école, qui me couchait, qui me faisait la lecture, et ça se limitait là. Jusqu'à ce qu'un jour, ce que je raconte dans le livre, le voile se déchire et que je me rende compte qu'elle avait un passé. Ouais. Et ça se fait à l'occasion d'une question à propos de son alliance. Son alliance qui est un peu bosselée, un peu, alors que c'est une femme très soigneuse, très organisée. Vous dites, pourquoi elle a un truc un petit peu bosselé? C'est ça, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais ton alliance est très abîmée. C'est ça. Et elle m'a dit, en fait, c'est pas mon alliance. En fait, j'ai plus mon alliance. Elle m'a raconté qu'autrefois, mon grand-père et mon arrière-grand-père avaient été assassinés le même jour, qu'elle avait dû fuir avec mon père, qu'elle a traversé la moitié du pays, qu'elle a trouvé refuge chez un frère. Et chez ce frère, il y avait des femmes qui lui ont dit « mais viens avec nous à la pagode », l'église au Vietnam, si je puis dire. Et elle était très heureuse d'être accueillie, elle y est allée. Sauf qu'elle avait oublié un détail, c'est qu'à la fin de la quête, il y a une quête, en fait. Comme en France, comme dans l'église catholique, il y a un petit bonze, cette fois, qui est venu demander quelques sous à chacun. Et comme elle est partie sans rien du jour au lendemain, elle n'a littéralement rien, sauf son alliance. Et donc elle donne son alliance par honte sociale de ne rien avoir. Et c'est comme ça qu'elle a perdu le dernier objet qui la reliait à son mari qu'elle aimait éperdument. Et c'est à cette occasion-là qu'elle vous raconte un peu son histoire. Tout le reste, vous l'avez reconstitué, bribes de souvenirs, discussions avec vos parents. Elle parle peu. En revanche, elle agit beaucoup, cette grand-mère. Elle coud, elle cuisine. D'ailleurs, au passage, on hérite de quelques recettes en lisant le livre. C'est quelqu'un qui est dans le faire, en fait, et qui fait avec vous en permanence. Oui, en fait, et d'ailleurs, s'il n'y a pas qu'au Vietnam que ça arrive, en France aussi, si vous remontez une génération, 2 générations, vous tombez sur des taiseux. Vous tombez aussi sur des grands-parents qui souvent viennent d'un autre monde que le vôtre. En l'occurrence, ma grand-mère vient du Vietnam. Elle vient aussi d'une autre classe sociale, c'est une fermière. Donc elle tient la maison. Donc elle gère la maison. Donc elle sait très bien faire à manger, elle sait s'occuper d'une maison, elle sait s'occuper d'une famille. En revanche, elle a arrêté ses études en CM1. Et vous trouverez la même chose en France. Et ensuite, on a dans le soin apporté aux enfants et aux petits-enfants, on a cet amour immense qui passe, un amour qui est d'autant plus frappant peut-être qu'elle a tout perdu par ailleurs et qu'elle a toujours tué ses pertes et ses tragédies. Et en même temps, on a une distance qui s'établit peu à peu, parce que moi, elle voulait que je fasse des études. Parce que moi, elle voulait... Oui, alors elle cuisine, etc. Mais vous, quand vous voulez aider... Non, va apprendre tes leçons, va prendre un cours de musique, va faire de la danse. Pas question que vous touchiez à tout ça. Elle voulait que j'ai une autre vie que la sienne. C'est ça. Vous dites, on retrouve ça en France, ce qu'on ne retrouve pas forcément, c'est cette vie qui fut la sienne, vie plongée dans l'arbitraire d'un régime autoritaire kafkaïen. Après ça, tout peut arriver, l'absurde, écrivez-vous, avait fait partie de ton quotidien autrefois. Et ça fait une personnalité
Ça fait une personnalité un peu angoissée, parce qu'elle a vu débarquer autrefois des gens en pleine nuit la police en pleine nuit pour emporter des voisins ou des parents. Et donc en France, elle a transporté ses angoisses avec elle, de la même façon qu'elle a transporté sa bulle de Vietnam avec elle. Donc moi, j'ai parlé d'abord vietnamien, j'ai mangé d'abord vietnamien, et puis j'avais une grand-mère paranoïaque qui voulait absolument pas qu'on laisse aucune porte ouverte, aucune fenêtre ouverte. Il fallait toujours s'enfermer, il fallait toujours se protéger. Et c'est quelque chose que je n'ai pas compris. J'ai pensé que c'est une vieille dame quand même très paranoïaque. Et ensuite, j'ai compris son histoire. J'ai appris son histoire, pas par elle, par des fragments racontés ici et là. Et j'ai rassemblé les fragments pour se constituer une ossature. On touche régulièrement au merveilleux dans votre livre, à travers les contes que vous racontez, Ma grand-mère et le pays de la poésie, mais également à travers une histoire. Vous allez retourner au Vietnam avant elle. La première fois que vous y allez, elle ne veut pas y aller. On en parlera de ce voyage, mais je veux bien qu'on passe directement à son voyage à elle. Elle y va, elle a 80 ans. Et là, c'est complètement fou. En fait, elle veut retrouver le corps de mon grand-père, le corps de mon arrière-grand-père, pour leur donner une sépulture. Comme dans beaucoup de civilisations, on considère que les morts ne sont vraiment libérés, ou on atteigne vraiment la paix, que si on leur a donné une sépulture. Il se trouve que mon grand-père et mon arrière-grand-père ont été tués et leurs corps jetés dans la jungle après avoir été torturés. On ne sait pas où ils sont. Et ce que je n'avais pas compris non plus, parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas compris, c'est pour ça qu'à force de ne pas comprendre dans la vie, on finit par écrire un bouquin. Eh bien, ça faisait des dizaines d'années qu'elle ne rêvait que d'une chose, c'était de pouvoir leur donner une tombe. Et d'ailleurs, je pense que moi, je leur donne une tombe par le papier. Elle leur a donné une tombe en allant au Vietnam et en consultant une voyante. Et là, elle aurait retrouvé les corps. Je dis elle aurait, parce que pour ma grand-mère, elle vit dans un monde un peu parallèle finalement. En fait, c'est un monde où le merveilleux existe et où Bouddha existe et où il y a une vie après la mort. Et donc pour elle, son système de croyance n'a jamais vraiment été remis en question de ce point de vue. Donc, via une voyante s'adresser à son ex-mari, enfin son défunt mari et à son beau-père, n'a finalement rien de très étonnant. C'est vrai que moi, j'y étais pas. Mais mes parents y étaient, ma sœur aussi, donc ils m'ont un peu raconté. Et c'est vrai que c'était assez étonnant, parce que au Vietnam, on peut être au choix. Soit vous êtes très superstitieux, soit effectivement vous considérez qu'il n'y a pas vraiment de frontière entre les vivants et les morts à certains endroits, et que donc il y a la possibilité d'être traversé, notamment des endroits où ont lieu, c'est les morts violentes, c'est ce qu'on m'a raconté. Et donc dans le cas de ma grand-mère, là on allait à cet endroit où des gens venaient régulièrement dans l'espoir de pouvoir parler à leurs chers disparus. Et le principe, c'est que vous allez dans la salle d'attente, si je puis dire, et en fait vous vous annoncez pas. C'est quelqu'un qui vient et qui annonce, il y a le fantôme de machin qui est là. Est-ce que vous voulez venir? Et donc parfois des gens viennent tous les jours et puis il y a personne. Et puis c'est comme ça. Donc ils avaient même construit un hôtel, ils avaient même construit des choses aux environs. Dans le cas de ma grand-mère, en effet, elle est arrivée et on lui a dit, voilà, les fantômes sont là. Voilà. Et donc elle y est allée et pour elle, c'était très naturel. Et c'était réglé. Et il lui a indiqué, mon défunt grand-père aurait indiqué à ma grand-mère où il était enterré en disant qu'il y avait eu une erreur sur les corps qui avaient été placés dans un cimetière catholique. C'est ça. N'empêche qu'après on creuse. On trouve les corps. Donc c'est quand même un peu dingue. Tout à fait. Et je pense que pour mes Ce que vous dites, on aurait retrouvé. Alors c'est vrai qu'on n'a pas la preuve que ce soit ces corps-là. Oui. Mais en tout cas, on retrouve des corps à cet endroit-là. Donc soit on retrouve bien des corps, on trouve bien des squelettes. Le rationnel qui sommeille en moi se dit que... ma mère et mon père, qui sont tous les deux des scientifiques, mon père est ingénieur informatique et central, ma mère elle était au CNRS Polytechnique, c'est marrant de se dire qu'ils ont assisté à ça, et ce sont des scientifiques extrêmement convaincus, mais c'est comme si, voilà, il y a cet endroit-là où, ok, d'accord, on accepte. À dire vrai, mon père n'a pas... il a prélevé un échantillon pour une analyse ADN. Qui est en cours? Non, il n'y avait pas assez. Ah, il n'y a pas assez. Il faut y retourner alors. Et donc, mais comme je le dis aussi dans le livre, c'est mieux de ne pas le faire. C'est vrai. Pour moi, tu étais bas, grand-mère, dans ce doux murmure, cette syllabe brève et basse, pareil à un point d'appui éprouvé, se trouvent inscrits et résumés l'alpha et l'oméga de toute mon enfance, extrait de Ma grand-mère et le pays de la poésie de Mine Traduit. Ça vient de sortir chez Flammarion et on continue à en parler juste après l'Anti-Sèche. Béatrice Fontanelle.
Anti-Sèche nouvelle formule en cette année 2025. On révise sa culture générale au programme cette semaine. Histoire de l'art avec cette petite histoire de l'art qui vient de sortir au Seuil Jeunesse. La question du jour, qu'appelle-t-on une peinture de genre? Béatrice Fontanelle, bonjour. Oh mon Dieu, alors... Oh mon Dieu, attendez, laissez-moi redire à celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore que vous êtes écrivaine, que vous avez publié des dizaines de livres, beaucoup pour les enfants, des romans, des documentaires, également pour les adultes. Et peut-être, allez tiens, je ne vous raconte pas ce qu'il y a dans le bouquin, je vous feuillette juste au hasard, comme ça vous comprenez. D'un côté, il y a tes œuvres, de l'autre, des illustrations. Voilà, et ça continue comme ça. Il y en a plus d'une cinquantaine de ces œuvres. Alors, une peinture de genre. Alors, une peinture de genre, c'est une peinture qui s'attache, contrairement à la peinture religieuse, qui s'attache à montrer des petites scènes de la vie quotidienne, des anecdotes, des enfants qui rient, qui jouent, qui boivent, des gens qui boivent des bières. Voilà. Ce qui met un petit temps à venir, parce qu'au début, si je veux gagner ma vie comme peintre, il faut plutôt que je peigne des motifs religieux ou des seigneurs. Sinon, on ne paye pas. Oui. Après, avec les Italiens, très vite, il y avait justement dans le livre, il y a deux toiles de peintres maniéristes. Et là, on voit que c'est une débauche de richesse, de bijoux, de textiles. On peut montrer cette duchesse et son petit garçon trop sage. Un très beau Bronzino. Et elle, donc, a donné à l'artiste, parce qu'elle a posé longtemps, mais elle ne voulait pas non plus y passer sa vie, donc elle a donné à l'artiste un vrai échantillon de tissu de sa robe pour qu'il puisse à la perfection représenter tous ces damas, ces petites cordes, ces bijoux. Et donc, comme j'ai déjà dit, sur Google Art Project, on peut zoomer. On peut zoomer et voir vraiment les fibres de chaque... les fils d'or, c'est vraiment absolument hypnotisant. C'est d'une précision absolument dingue. Alors l'autre que vous aimez beaucoup et que vous montrez, de Sofonisba Anguissola, artiste maniériste italienne, ça date de 1555, une partie d'échecs dingue. Oui, ça c'est une merveille. Et c'est vrai que Bronzino, quand on aime la peinture maniériste, on connaît Bronzino, mais qui connaît Sofonisba? Moi, je la trouve absolument extraordinaire. Le tableau est conservé à Poznan, en Pologne. Je crois que je ferai le voyage rien que pour aller le voir. Et donc, c'est une famille absolument extraordinaire parce que c'est une famille, il y avait six filles et un garçon, et le père était peintre, Amilcar, et il a exigé que ses filles et son garçon soient éduqués de la même façon. Et 1555, c'est pas courant. Enfin, même un peu avant d'ailleurs, puisque le tableau est de 1555. Sur ce tableau-là, déjà, on voit, il y a Sofonisba qui est en train de peindre ce tableau, qui a représenté ses trois jeunes sœurs, Lucia, Europa et la troisième, Minerva. Lucia et Europa sont peintres aussi. Elles sont peintres, mais elles sont aussi poètes, elles sont musiciennes. Elles vivent à Crémone et elles font des espèces de festivals de musique, de philosophie, de poésie. Enfin, c'est vraiment... famille très connue. Voilà, c'est très fascinant. Et d'ailleurs, quand on zoome aussi, on peut voir qu'elle a signé son tableau sur la tranche de l'échiquier. Mais même sans zoomer, on le voit d'ailleurs. On n'est pas à chaque fois obligé d'aller sur Google pour comprendre votre travail. D'un petit mot, elle est repérée par Michel-Ange. Oui, alors ça c'est une histoire tellement, une anecdote comme je les adore. Elle dessine très jeune et très bien. Elle est présentée à Michel-Ange et elle lui présente, parce qu'elle fait... On voit bien d'ailleurs de la beauté des visages et ses sourires extraordinaires. Et elle dessinait très bien les jeunes femmes, les jeunes filles, souriantes. Et donc Michel-Ange lui dit, mais ça c'est très facile de dessiner quelqu'un de souriant. Tout le monde sait faire. La souffrance. Il faut montrer les gens qui pleurent. Et donc elle a réussi à faire pleurer son petit frère. Je ne sais pas comment, mais du coup elle a fait un dessin où on voit son petit frère pleurer. Et la légende c'est enfant qui se fait pincer par une écrevisse. Et elle a envoyé le dessin à Michel-Ange, qui l'a beaucoup félicité, parce qu'en effet c'est plus dur de dessiner des gens qui pleurent que des gens qui sourient. Sofonisba Anguissola, une des nombreuses découvertes de cette petite histoire de l'art qui fait une large place aux femmes dans l'histoire de l'art, et ça c'est pas si fréquent, ça le devient, mais en tout cas ça n'était pas si fréquent jusque-là. Pour en savoir plus évidemment, vous la lisez, vous allez sur le Google Art Project pour grossir, vivez la vie de Béatrice Fontanelle, vous allez voir des images, vous grossissez pour aller chercher des détails, et puis on vous retrouve aussi Béatrice. Oui, non mais c'est vrai, parce que tous ces détails après, c'est vrai que c'est une petite histoire de l'art, mais quand on commence à regarder les détails,
la façon dont les gens sont habillés. Autrefois, les manches étaient... Oui, ça raconte l'histoire tout court. Voilà, ça raconte l'histoire tout court. Comment faisaient les gens quand il n'y avait pas de poche, parce que les poches, c'est très très récent. Donc, toutes ces petites choses concrètes de la vie quotidienne, soit dans les familles très aisées, soit chez les paysans, c'est très amusant. Chaque tableau nous ouvre un monde, et puis aussi vous retrouvez en podcast avec les promenades imaginaires au musée de l'Orangerie ou au musée d'Orsay. On se retrouve aussi demain sur School TV pour répondre à la prochaine question que l'on va poser et que j'ai oubliée mais que je retrouve. Qu'ajouter à ces natures mortes la peintre flamande Clara Peters? Et ouais, pas évident, Clara Peters, pas gagné que vous connaissiez. Allez, rendez-vous demain pour la réponse. Pour l'instant, on retrouve Mintra Nuit. Il y a quelque chose, donc beaucoup de merveilleux dans le livre, et vous racontez aussi beaucoup de contes vietnamiens dans Ma grand-mère et le pays de la poésie qui vient de sortir chez Flammarion, Mintra Nuit, avec une particularité de ces contes, c'est que la fin est souvent mélancolique. Oui, c'est quelque chose les amateurs de Disney. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé quand j'étais petite et que j'ai découvert ces contes, puisqu'effectivement, dans les contes de Perrault, a priori, ça finit bien. Chez Disney, a priori, ça finit bien. Pas dans les contes vietnamiens. On n'arrive pas dans l'éternité heureuse des couples qui se sont enfin constitués. C'est plutôt des contes sur la perte, la mélancolie des choses, le fait que rien ne dure, que notre matérialité est éphémère. Et ces contes, votre grand-mère, elle ne vous les raconte pas? Non, je les découvre. En revanche, elle vous lit des contes en français, alors même qu'elle ne parle pas vraiment correctement le français. Oui, elle sait juste articuler et lire, c'est ça, de façon un peu atone, des contes dont elle ne comprend pas chaque terme ou chaque mot. Ouais. Mais elle veut faire, en fait, comme elle sait qu'on le fait dans le monde français, et elle sait que j'aime ces contes, donc elle s'y abstrait. Et d'ailleurs, les contes vietnamiens, je les ai découverts en fait en français également. Et pour moi, c'était la première appréhension de cette terre qui était la mienne sans lettres, puisque je suis née en France, et qui était le Vietnam. Lors de mon premier séjour au Vietnam, j'avais 10 ans, pas un instant, je n'ai pensé que je rentrais, entre guillemets, chez moi. Alors j'ai rêvé de rentrer chez moi, si je puis dire, ou en tout cas de découvrir un chez moi quand j'étais vraiment petite. Mais la réalité matérielle du Vietnam des années 88, 89, 90, à savoir de la voie d'Hoi Moi, changer pour faire du neuf, à savoir que le Vietnam communiste décide de s'ouvrir timidement à l'Occident. Et à ce moment-là, on arrive dans un pays où, j'arrive dans la ferme de mon grand-père. Il n'y a pas l'eau courante, même des choses aussi bêtes que des bonbons. Quand on a 8 ans, c'est important, les bonbons. Ça n'existe pas. On est très très loin des contes, on est très très loin des mythes. Je vous cite, internes et anémiques, les cités du pays de la poésie ne donnaient pas à voir d'autre spectacle que celui de l'ennui et de la pénurie. Alors, distance par rapport à ce chez-moi d'origine, mais également en filigrane dans ce livre, et votre grand-mère y a sa part, et d'ailleurs plus vous avancez dans vos études, plus vous vous détachez d'elle. C'est peut-être pas que le fait des études d'ailleurs, c'est peut-être le fait de grandir aussi, mais ça raconte quand même l'histoire d'une intégration par les études, parce que vous êtes dispensé de tâches ménagères, mais alors langues étrangères, piano, violon, danse classique, tout ça se termine à l'école normale supérieure, enfin c'est la méritocratie républicaine dans toute sa... dans toute sa splendeur que l'on dit perdue. C'est vrai que mes parents en particulier en sont le fruit. Moi, j'ai entre guillemets moins de mérite parce que moi, je suis née ici. Je suis née ici, c'est pas pareil que si jamais j'avais été déracinée du Vietnam. Ma mère, elle vient d'une famille de paysans. Mon père aussi, il conduisait le buffle aux rizières. Et donc, ils ont tous les deux fait de grandes écoles. La différence, c'est que moi, pour parler de façon bourdieusienne, effectivement, mon habitus, c'est aussi l'habitus de... Certes, ce sont deux scientifiques, mais ils ne lisent pas, mais ils ne vont pas au musée, mais l'art n'est pas leur tasse de thé. Ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas eu la possibilité de se cultiver. Et donc, les 3 enfants qu'ils ont eus ont fait le pas suivant. Et évidemment, il était attendu de nous qu'on ait que ça se passe bien à de très bonnes notes. C'est bien le minimum, et d'ailleurs, nous-mêmes, on s'est astreint à ça, parce qu'on savait que nos parents et ma grand-mère avaient une vie tellement plus dure que la nôtre qu'il fallait ne pas déroger. Il fallait être à la hauteur, ce qui met quand même une légère pression. Une pression tout à fait meurtrière. On essaye de s'en guérir en écrivant des livres, peut-être. Comme nombre de beaux romans autobiographiques, celui-ci vous amène aussi, vous, à répondre à la question qu'on pose aux écrivains, l'éternelle question « Pourquoi j'écris ?» Et c'est aussi un livre sur « Pourquoi j'écris ?» Oui, c'est un livre... Et votre grand-mère, il y a sa part. Oui, parce que je pense que l'écriture naît de la déchirure. Et qu'elle naît notamment de cette séparation dont je parlais, soit parce que le chez-soi ne correspond pas à celui
auquel on pensait, soit parce que la félicité de l'amour absolu que m'avait porté ma grand-mère, par définition, a été rompue par la vie et par le fait que, non, elle n'était pas une extension de moi, je n'étais pas une extension d'elle, ça n'a eu qu'un temps, comme l'enfance n'a qu'un temps, comme les rêves n'ont qu'un temps. Et à partir du moment où vous vous retrouvez sur Terre, ce sentiment d'être exilé ou d'être étranger, qu'on a tous. On a tous, à un moment ou à un autre, eu le moment d'être étranger par rapport à sa famille, par rapport à sa classe sociale, par rapport à ses amis, par rapport à la société tout court. Pour moi, une des façons de se réconcilier, c'est d'écrire. D'abord de lire, puis ensuite d'écrire. Parce que ça permet de renouer un lien qui a été brisé. Et il y a dans cette idée ce sont des exercices d'empathie, déjà, parce qu'en écrivant, on se met souvent à la place de l'autre. Je pense qu'on a l'empathie, on en a bien besoin ces temps-ci. Ouais. C'est cette idée aussi de pouvoir élargir les perspectives. Et la raison pour laquelle on lit, en fait, c'est pour mieux lire le monde. Et la raison pour laquelle on écrit, c'est aussi pour mieux lire le monde. Et que les choses prennent un sens. Décrypter les mécanismes psychologiques, sociétaux ou amoureux. En fait partie, et donc le livre, c'est aussi comment est-ce que le fait d'avoir cette grand-mère et le fait de venir de là d'où je viens a fait que je suis devenue écrivain. Vous en avez déjà parlé de cette grand-mère dans d'autres livres, mais vous dites ce que je n'ai pas dit en revanche, c'est que toi et moi, le toi, c'est pour votre grand-mère, nous sommes éloignés et que cet éloignement a coïncidé avec une rupture linguistique. Oui, parce que j'ai d'abord parlé vietnamien, puis je suis allée à l'école, et en allant à l'école, j'ai appris le français, et le français a arasé le vietnamien. Et donc c'est assez étrange de vivre dans une langue fantôme, ou dans un pays fantôme en permanence, qui ne correspond pas à ce que vous avez sous les yeux au quotidien, mais qui est quand même là, ne serait-ce que dans vos traits, la façon dont on vous parle, ce dont on attend de vous, il est quand même là. Donc on vit dans une réalité parallèle en même temps qu'on vit dans une réalité présente, et ce dédoublement fait aussi, je pense, qu'on écrit. Et à un moment, on n'a plus la langue, on n'a plus les mots pour dire les choses, pour les partager. C'est ce qui se produit avec votre grand-mère, notamment quand, au fil des mois, au fil des années, et ça, c'était le sujet du livre pour lequel je vous avais accueilli la dernière fois, vous découvrez que Paul, votre premier fils, souffre de troubles autistiques lourds, puisque c'est un spectre, et que là, on n'est pas, malgré ce que vous racontez dans le bouquin, tous les espoirs, tout ce à quoi on peut se raccrocher, qu'à un moment donné, petit à petit, on se rend compte que ça va être quand même très très compliqué, et qu'on n'est pas si tant est qu'il y a un bon côté, mais enfin en tout cas qu'on est du pire côté de cette maladie. Et vous ne lui dites pas. Et non. En fait, Paul est un autiste non-verbal, donc il a 18 mots dans sa tête, il les aura toujours. Il n'a pas les mots. Et en fait, je pense que le livre fait la jonction entre deux silences. Parce qu'en effet, j'ai déjà parlé de ma grand-mère, mais d'une part, elle n'était jamais le personnage principal, et d'autre part, elle était vivante. Donc là, elle est morte. Enfin, et je pense qu'on écrit des livres aussi, parce que c'est l'endroit où on peut encore s'adresser aux morts et faire en sorte qu'ils vivent un petit peu. Qu'on puisse garder un peu de leurs traces, même, je dirais, sensorielles. L'étreinte d'une grand-mère, la caresse d'une grand-mère, c'est parti, mais j'essaie d'en préserver quelque chose dans le livre. Et par ailleurs, enfin, c'est vrai que pour la deuxième fois dans ma vie, avec mon fils aîné, je me suis retrouvée confrontée à une problématique que j'ai connue avec ma grand-mère, à savoir, vous continuez d'aimer quelqu'un profondément et absolument, et vous ne pouvez plus rien lui dire, et elle ne peut plus rien vous dire. Et Paul, je l'aime tout aussi intensément et profondément, mais je ne sais pas ce qu'il pense, je ne sais pas comment il pense, il n'a pas les mots, je ne sais pas s'il comprend mes mots, et je ne sais rien en fait de ce qu'il comprend ou sait. Je ne sais pas s'il comprend ou s'il sent que je l'aime. Donc le livre fait aussi le pont entre ces deux moments-là, et de la façon dont on peut, je dirais, de ce malheur ou de cette tragédie intime, faire un livre, faire un texte que j'espère universel. Il est posé des phrases, des pensées, des idées sur ton silence et sur celui de Paul. M'aide à me frayer un chemin dans le chaos, les aléas et la folie du monde tel qu'il va. C'est la dernière citation que je vous offre, parce que j'aime bien aussi vous donner à entendre la musique d'un livre et la musique d'une voix, celle de Mintra Nui. Lisez Ma grand-mère et le pays de la poésie. Ça vient de sortir chez Flammarion. Mintra Nui, merci beaucoup. Merci à vous. Comme chaque semaine, c'est l'heure du conseil de famille. On retrouve Candice Angèle. Voilà, on a un sujet tout à fait opérationnel. Comment essayer d'accélérer gentiment la cadence le matin? Vous savez, quand il faut partir à l'école et que finalement tout le monde traîne.
Candice, bonjour. Bonjour. Retour du conseil de famille, j'espère que les fêtes furent bonnes. Très bonne. C'est votre Merci. rentrée pour School TV et c'est reparti 2024 et rien n'a changé tous les matins. C'est dépêche-toi de t'habiller, dépêche-toi de te brosser les dents, dépêche-toi de te préparer. Et ce que vous me dites aujourd'hui, c'est qu'on pourrait remplacer ce dépêche-toi par des alternatives amusantes. Exactement, parce que bon, grouille-toi, dépêche-toi, allez, manie-toi, t'es trop lent. Bon, si ça continue, franchement, je ne t'attends pas, active-toi, fais plus vite, fonce, accélère. Franchement, imaginez 2 secondes si nous, en tant qu'adultes, on nous faisait ces injonctions. Imaginez votre conjoint dans la rue, il dit « Allez hop là, tu te manies maintenant ?» Ou carrément votre patron qui vous presse de sortir de la salle de réunion en vous disant « Bon, si c'est comme ça, moi je vous attends pas pour déjeuner, hein, franchement. » Ou un automobiliste qui vous klaxonne parce que le feu est passé au vert. Alors, ça y en a des comme ça. Évidemment, on est à Paris c'est un quand même. mauvais exemple. Effectivement, c'est un mauvais exemple. Mais on est d'accord, ça stresse. Ça stresse. Pourquoi ça génère encore plus de stress, toutes ces expressions? Alors, ça génère du stress chez les adultes, mais encore plus chez les enfants. En fait, ce qui se passe, vous avez déjà dû le remarquer, mais les enfants, en fait, quand vous demandez à un enfant de se dépêcher, et bien souvent, en fait, il ralentit. Les adultes aussi parfois d'ailleurs. Exactement. C'est vrai. C'est assez simple, il ne le fait pas exprès. Hein. C'est-à-dire que les menaces, les cris, les expressions de colère, elles vont provoquer un ralentissement en fait des gestes, une baisse du tonus musculaire et du rythme cardiaque, une hypervigilance et une montée de l'anxiété. Et du coup, pour compenser, eh ben, le cerveau, il va se figer. Et l'enfant, en fait, va se bloquer quelque part, il va avoir du mal à se mettre en action et il va, du coup, ralentir. Alors, autre point important, on a remarqué, les psychologues ont remarqué que les enfants qui ont vécu dans ce climat, en fait, un peu oppressant, finalement, devenaient des adultes qui ont peur, en tout cas, qui n'aiment pas le matin et qui ont cette croyance qu'ils ne sont pas du tout du matin. Waouh! Il y a des alternatives, des scénarios pour sortir de ça? Évidemment, sinon je n'en parlerai pas. Exactement. Par exemple, on peut poser la question « De quoi as-tu besoin avant d'y aller ?» Cette simple question va mettre en fait l'enfant mentalement dans une logique de solution, de ressources pour se mettre en action. En fait, il va visualiser les étapes nécessaires pour atteindre son objectif. Et une fois justement que ce sera organisé dans sa tête, eh ben, ce sera beaucoup plus facile, par exemple, à exécuter. Il y a une technique, moi j'avais testé le chrono, enfin genre t'as 5 minutes pour faire ça. Exactement, ça, le chronomètre, en fait on donne un top départ. Voilà, alors on peut aussi proposer à l'enfant de se responsabiliser et lui dire voilà, tu dois préparer ton cartable pour demain, de combien de temps tu as besoin? Et on le laisse être le gardien du temps, ce qui fait qu'il maîtrise complètement justement le temps et ça va l'aider à cadrer son objectif et mieux l'atteindre. Ça, c'est génial. La musique aussi permet de booster la productivité, comme le sait très bien notre maquilleuse, spéciale dédicace. Oui, là. C'est bien connu en musique, c'est toujours plus sympathique. Bon, je vais vous épargner ma choré sur Beyoncé quand je passe l'aspirateur. Mais franchement, prochaine fois, mais on est d'accord que pour faire justement des tâches routinières, pour les enfants, c'est génial de le faire en musique. Ils ont une chambre à ranger, le cartable à préparer, la vaisselle à faire, débarrasser. Eh bien, on fait ça en musique, mais avec la petite contrainte de dire à la fin de la musique, cette tâche, elle doit être terminée. La compète, ça marche ou pas? Le côté le premier qui a fini, alors, ça marche. Stresse ou ça marche? Alors, ça peut marcher, surtout si vous avez des enfants en bas âge ou que vous avez 4 ans et demi comme moi. Mais on peut proposer en fait une variante. On va faire la course, mais en mettant une petite contrainte un peu rigolote. Par exemple, on va dire, allez, on va se préparer, mais on y va à cloche-pied. Ou on y va en arrière. Bon, on fait juste attention de ne pas finir aux urgences. Hein. Le but, c'est juste de s'amuser. Mais pour un enfant, en fait, ça va vachement le stimuler de le faire à la façon d'eux, en fait. Tant qu'à s'amuser, on peut aussi incarner des rôles. Exactement. Alors, on peut poser la question le matin. Alors, qui es-tu ce matin ? On peut, par exemple, lui proposer, s'il n'a pas trop d'idées, mais généralement, il va vouloir être soit un super-héros, soit un animal qui est connu pour sa rapidité, ou un personnage connu d'un dessin animé, par exemple, et il va du coup incarner ce personnage et l'imiter en se préparant. Ouais, moi, c'était Gaston Lagaffe, ça marchait moins bien. On peut aussi proposer plein de choix différents qui mettent en action. Oui, alors par exemple, il y a plusieurs phrases qui fonctionnent très très bien parce qu'elles vont impliquer l'enfant et il va être acteur du choix qu'il fait. Déjà qu'ils n'ont pas beaucoup de choix dans leur vie, donc on va leur proposer ça. Par exemple, regarde le temps qu'il fait dehors. Est-ce que tu préfères mettre un sweat ou un gilet ? Ou est-ce que tu préfères passer par la rue où il y a des arbres ou la rue des magasins, par exemple? Ou encore, il pleut dehors. Qu'est-ce que tu mets comme manteau quand il pleut dehors? En gros, on peut inventer plein de jeux, quoi. Il faut rendre la chose ludique. Exactement. Alors, le jeu que j'adore, moi, c'est Cap ou pas Cap. Cap ou pas Cap, de mettre ton manteau avant que j'ai fini de réciter l'alphabet. Bon, s'ils sont très très lents, vous pouvez le faire à l'envers, l'alphabet. Ouais. Ou sinon, Jacques a dit, mets tes chaussures. Et puis, si vous êtes un peu comme moi, blagueuse, vous faites, mets tes gants. Ah, non, j'ai pas dit
J'ai pas dit Jacadi. Bon, voilà, promis, toutes ces idées, vraiment, elles ne prennent pas plus de temps à mettre en place que de répéter 28 fois « va te brosser les dents ». Et puis surtout, n'oubliez pas que parfois, perdre du temps, c'est aussi en gagner. Merci beaucoup, chère Candice, pour ce conseil de famille, le premier de cette année 2024. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont Maquillage, dont vous avez compris qu'elle maquille en musique. Marine Plantec à la préparation de l'émission, qui est en régie aujourd'hui. Avec au son Héloïse Merlin, à la réalisation Théo Bosca. Vous restez sur School TV, on se retrouve en permanence, nous, sur Internet et sur les réseaux sociaux.